Quel est le point commun entre cette vidéo et qui montre un groupe de jeunes pénétrer à l'intérieur d'un bâtiment de la Scientologie, qui est une secte américaine qui existe depuis des décennies, il y a des stars hollywoodiennes qui y appartiennent. Et cette seconde vidéo que vous avez aussi certainement vu passer. Il faut savoir qu'à partir d'aujourd'hui, je vais mener une campagne de destitution de votre poste de présidente d'Île-de-France Mobilité. Il faut savoir une chose, si vous n'avez plus d'ennemis, c'est que je suis morte. La créatrice de contenu s'appelle Lina Labeille et elle a pris frontalement Valérie Pécresse pour cible, de sorte à la destituer. Alors concernant la première vidéo sur la Scientologie, ça fait des semaines que les jeunes essayent de passer leur temps à aller jusqu'au plus loin dans le bâtiment de la Scientologie qu'ils peuvent. Ça date déjà d'il y a plusieurs mois, il y a un créateur de contenu qui essayait en permanence d'entrer dans le bâtiment. Et dans la deuxième vidéo, on a aussi une personne qui s'acharne pour percer une institution publique française et littéralement lui couper la tête. Dans les deux cas, nous avons un exemple parfait de mouvement populaire, de mouvement de masse et de mouvement ultra fédérateur. Je veux dire, quand les jeunes courent tous à l'intérieur du bâtiment, vous les voyez cavaler dans les escaliers, vous les voyez aller super loin, vous êtes avec eux, quoi, vous avez envie de savoir ce qui se passe derrière. Et surtout, ça rétablit une forme de justice. On se réapproprie les lieux. Et quel lieu quand il s'agit littéralement d'un bâtiment d'une secte, hein. La Scientologie est partout sur le globe, Tom Cruise en fait partie, quoi. Et puis Lina, elle y va et elle mâche pas ses mots et elle a bien raison. Il y a même une vidéo sous laquelle Valérie Pécresse lui a répondu en mode « Non mais vraiment, on va vous écouter, vous inquiétez pas, mais faisons ça dignement, faisons ça respectueusement. » Non ma sœur. Vous allez vous demander, mais pourquoi tu la détestes à tel point que tu vas étudier les conditions de son mandat présidentiel pour savoir comment la destituer et le faire partager au peuple? Il est fini le temps d'être sympathique avec la bourgeoisie, l'aristocratie qui nous chie à la gueule, qui nous met dans la merde, la tête dans la merde direct et qui nous sort après et après on doit les remercier, merci. Alors je ne dis pas que Île-de-France Mobilité est une secte comme la Scientologie, mais vous comprenez l'effet de mouvement, vous comprenez l'effet de masse. Je veux dire, Lina, elle fait des centaines de milliers de likes, elle fait des millions de vues et tout le monde est derrière elle en mode ouais vas-y, destitue Valérie Pécresse. Dans les deux cas, les gens n'ont ras le cul, ils passent à l'action. Je pourrais même faire un petit parallèle avec les gilets jaunes. Et il y a que comme ça que ça peut et que ça doit fonctionner maintenant. Je veux dire, on en a marre de la bourgeoisie, on en a marre de l'aristocratie parce que au-delà de s'attaquer simplement à la Scientologie ou de s'attaquer simplement à Valérie Pécresse, on s'attaque à des symboles. Valérie Pécresse, c'est littéralement un symbole de l'aristocratie parisienne. Et puis ça peut fonctionner parce que Macron, pendant les gilets jaunes, il tremblait un peu de la main. Et puis là, Valérie Pécresse, peut-être qu'elle a les pépettes un peu. Et puis le bâtiment de la Scientologie en question, on suppose qu'il a fermé. Je veux dire, ils ont littéralement enlevé les poignées de porte, ils les ont barricadés et on voit plus personne devant. Donc les mouvements de masse, les mouvements populaires, les mouvements de légitime défense, et je dirais même de légitime violence, peuvent donner des résultats. Et parlons aussi du courage de ces gens-là. Je veux dire, je défie quiconque de faire un dixième de ce qui est fait dans ces deux vidéos-là. Je veux dire, ce sont des représentants, ce sont des gens qui, avec leur courage, exposent publiquement au reste de la population leur militantisme, leur engagement et leur courage, justement. Et il y a besoin de ces personnes-là, il y a besoin de se sentir représentés pour rejoindre la lutte en question et le mouvement. Quel est le point commun entre cette vidéo Du calme, mon Bobby, du calme. Si, ils vont nous remettre le perchoir, là. C'est mieux que ça, mon Bobby. Ils vont surtout remettre l'électricité dans 20 000 foyers, tu te rends compte? et cette seconde vidéo? Qu'est-ce qui vous arrive, Maurice? Ah, la lumière, là! Mais vous allez vous calmer, oui? Ça s'éteint automatiquement tous les soirs, Maurice, y a rien à faire. Ah voilà. C'est un peu tendu, Maurice, hein. Où on voit un autre grincheux personnage s'inquiéter d'une installation électrique et sa voisine lui répondre « Ne t'inquiète pas, viens te coucher, c'est juste le capitalisme ». Le point commun en dehors du fait évidemment que ce sont deux énormes merdes publicitaires en faveur d'un géant industriel, c'est que ces deux vidéos utilisent des codes très particuliers, notamment les codes de la satire, mais de l'anti-satire en fait. On va utiliser l'anthropomorphisation, on va déplacer le texte dans la bouche d'un animal, le but étant de vanter les mérites du capitalisme à travers les premières victimes, la faune et la flore en l'occurrence, et grande chance qu'ils ne puissent pas communiquer avec nous, hein. Mais l'intérêt aussi c'est de pouvoir décrédibiliser et délégitimer les potentiels détracteurs de l'entreprise qui fait la publicité en question. Si t'as eu le malheur d'acheter une maison en pleine campagne et que t'as des lignes électriques qui courent à travers ton champ, tu es tout à fait en mesure de te poser la question et de te dire tiens, est-ce que ce serait pas de la merde? Est-ce que ça me pourrirait pas mon champ visuel? Et peut-être que ça pourrait altérer la faune et la flore aussi. Fort heureusement, une grande entreprise française remet les points sur les T et les barres sur les I en faisant parler les animaux. Et quel témoignage quand ceci nous informe que non seulement ça ne les dérange pas, mais en plus, waouh, c'est super! La première vidéo se termine en disant le plus beau perchoir sur le monde, c'est les lignes électriques. Vous comprenez la métaphore là? Le plus beau perchoir sur le monde, c'est le capitalisme. Eh ben non, j'avais raison, il y a 100 000 perchoirs. Chut, profite de la vue, mon Bobby. Ah, je suis hyper content. En silence. Ah, je suis hyper content. Et puis la seconde, c'est va te coucher, on pense à la pollution lumineuse, on pense aux animaux, va dormir tranquillement. J'ai vu ça sur Twitch, et évidemment ça s'adresse aux vieux, mais ça s'adresse surtout aux jeunes, puisqu'il faut construire des mentalités qui ne vont pas s'opposer à ces systèmes-là et à ces installations-là. Ça me rappelle une autre pub qui faisait culpabiliser en disant mais en fait vous vous rendez pas compte, vous donnez de la merde à bouffer aux animaux, et en fait, ils aimeraient bien manger correctement. Oui, la vérité c'est qu'on achète la qualité alimentaire pour nous et pour les animaux proportionnellement à la quantité de pognon dans notre portefeuille. Alors on utilise la mignonnerie, on utilise des stratagèmes un petit peu rigolos comme ça de culpabilité directement du consommateur, alors que le vrai problème, c'est la surproduction.
Nous ne vivons pas en démocratie, il faut retirer ce terme de notre langage, nous vivons dans une aristocratie élective. Pour comprendre ça, il faut le comparer à l'invention originale des Grecs, et notre système actuel n'a rien à voir avec ce qu'il se passait à Athènes à l'époque. Pour les Grecs, l'élection est antidémocratique parce qu'elle favorise les riches, les éloquents, les influents et ceux qui ont du réseau, bref les élites. Selon eux, le vrai outil de la démocratie, c'était le tirage au sort. On partait du principe que tout le monde pouvait avoir les compétences d'être au pouvoir. Mais alors quand est-ce qu'on a bifurqué, quand est-ce qu'il a fallu faire ce choix? Eh bien notamment au moment des révolutions françaises et américaines. Les pères fondateurs de notre civilisation actuelle et du capitalisme actuel ne voulaient pas de la populace, ils ne voulaient pas qu'on puisse donner notre avis. Leur idée était donc de créer un gouvernement représentatif, mais surtout un entre-soi de bourgeois et d'aristocrates. Un système où tu ne votes pas pour des lois, mais pour des maîtres qui décideront à ta place. Et c'est particulièrement au 19e siècle que les bourgeois ont verrouillé le système avec le suffrage censitaire, où c'était seulement les propriétaires qui pouvaient voter. Et quand le peuple a commencé à gronder par-ci par-là, on lui a attribué le droit de vote, mais pas le droit de décider. Alors on a gardé l'emballage de la démocratie pour le marketing, mais on a vidé l'essence même, le contenu même de ce qu'est la démocratie. Nous vivons donc dans un régime représentatif qui considère que le peuple est pseudo-souverain mais qu'il n'est pas apte à gouverner. Et que donc par intérêt économique mais aussi par mépris de classe, il est impératif de déléguer le pouvoir à des représentants qui sont plus éclairés que le reste de la populace, quoi. Tout ça je ne l'invente pas, je vous invite à aller voir le travail de Francis Dupuy-Derry qui est un chercheur canadien, et je vous invite aussi à aller voir le documentaire Arte dans lequel il apparaît qui s'appelle Vivre sans État. Et toi, quel est ton type de dictature préféré? Mets-le en commentaire. On a un problème actuel avec le YouTube Game français, et vous l'avez vu passer dans vos For You page certainement, il y a un malaise qui se crée autour de Squeezie et sa bande. Et ça n'est pas tant de la haine gratuite qu'un réveil sociologique, puisqu'on se rend compte que le copain qui vit dans la chambre d'à côté, qu'on a l'habitude de regarder dans les transports ou en rentrant chez soi le soir après le collège, est devenu un grand patron et qui vit dans un autre monde. Alors le plus gros problème, c'est évidemment l'entre-soi bourgeois, puisqu'on voit tout le temps les mêmes têtes, les mêmes invités qui s'invitent entre eux dans des concepts à 100 000 balles. Ce qu'on regarde, ça n'est plus du contenu créatif, c'est l'étalage d'un capitalisme insolent. Il y a même les nouveaux goûts. On est passé d'un pseudo partage de passion, parce qu'on va pas se mentir, c'est un mensonge, hein, la vérité, c'est qu'ils se faisaient de la thune déjà à l'époque où vous pensiez que c'était vos potes, à une logique de divertissement industriel qui s'assume à l'américaine. Ce qui fait le plus mal là-dedans, c'est que cette bourgeoisie numérique a toujours été une bourgeoisie numérique. Sauf que, avant, il y avait un lien parasocial qui se créait, on avait l'impression qu'il y avait une proximité avec la personne. Mais aujourd'hui, la disproportion est totale, parce que la précarité s'intensifie, et comment s'identifier à des gens qui louent des circuits de F1 ou des châteaux pour y faire des concepts à des millions d'euros, alors que vous avez du mal à finir le mois, vous achetez un paquet de pâtes et à payer votre essence. Et c'est là qu'on intervient, parce qu'on nous vend leur réussite comme un divertissement bienveillant, alors que c'est une déconnexion de classe totale. Et ils occupent un espace médiatique comme les chaînes de télé qu'ils critiquaient autrefois. Et ils ne font que répéter et perpétrer des réseaux traditionnels bourgeois, à savoir réseaux d'influence fermés, opacité de revenus, des mesures matérielles sous couvert d'amusement. Les mécaniques ont toujours été celles-ci, sauf qu'avant, il y avait quand même cette illusion d'être un peu pote. Maintenant, on est très clairement, très factuellement, ils le verbalisent des statistiques publicitaires. Un peu plus d'authenticité, des nouvelles têtes, etc. et tout. Mais le truc, c'est que quand on le fait, ça marche pas. Alors donnez de la force aux petits créateurs, ok? Et abonnez-vous. Bisous. Aujourd'hui, on déconstruit le langage colonial pour mieux respecter l'histoire des peuples, parce qu'utiliser le vocabulaire du colonisateur, c'est prolonger la domination. Indigène, dans l'empire colonial français, c'est un statut juridique d'infériorité, le code de l'indigénat, et c'est réduire quelqu'un à un sujet colonisé. Natif, c'est une traduction de l'anglais, et ça a une connotation biologique raciste, en faisant un amalgame général entre les populations. Indiens d'Amérique et Amérindiens, évidemment, qui sont les termes préférés de l'éducation nationale, et qui sont littéralement une erreur des colons, de Christophe Colomb, en l'occurrence, qui pensait être en Inde. Ensuite, l'Orient, le Moyen-Orient, l'Extrême-Orient, par rapport à qui? Par rapport à l'Occident, par rapport à l'Europe, c'est ce qu'on appelle un ethnocentrisme. Sauf que cet ethnocentrisme qui crée un amalgame entre les populations crée aussi une hiérarchie raciste entre les civilisés et les sauvages. Petite pause, il y a aussi le terme aborigène pour parler des populations précoloniales en Australie, et ces termes ont souvent été utilisés par les anthropologues européens pour classer des populations qu'ils jugeaient en retard ou primitives, et utiliser ces mots donne l'impression de maintenir une vision supérieure. Donc là, je m'adresse à tous les boomers blancs, je vais vous donner des termes à utiliser, restez concentrés. Pour l'appellation des populations, qu'elles soient sédentaires ou nomades, on va favoriser autochtone, ça veut dire littéralement qui est né de la terre où il habite. Et ça n'est pas juste être né là, c'est avoir des droits politiques, une culture et une légitimité qui préexistent aux États colons. Pour la géographie, plutôt que parler d'Orient quand tu raconteras tes vacances dans un riad à Marrakech, tu parleras de SWANA, qui est donc la contraction de Southwest Asia and North Africa, qui évite aussi l'amalgame. Le Moyen-Orient, la culture orientale assimile tout à une espèce de masse floue, comme s'il n'y avait qu'une seule culture, là où SWANA permet de situer une zone géographique sans ethnocentrisme, sans européocentrisme et sans engommer les cultures qui existent à l'intérieur, à savoir kurde, amazigue, arménienne, perse, etc. Autochtone et SWANA sont de très bons exemples à faire évoluer dans la langue, parce qu'ils permettent un dézoom macro et permettent de respecter la pluralité des cultures et évitent de voir le reste du monde comme la banlieue de l'Europe. Je vous mets en description des sources documentées et des créatrices de contenu qui parlent de ce sujet-là et qui sont concernées. Voilà. Allez, ciao, abonne-toi.
Il faut arrêter d'utiliser le terme asiatique comme un simple synonyme de ce qu'on consomme derrière nos écrans. C'est une paresse intellectuelle qui efface la réalité de près de 4,7 milliards de personnes de la Turquie au Japon. Ce mépris est niché dans les expressions les plus banales, le fameux « je te parle chinois » quand on comprend rien, et ça réactive sans le savoir le mythe du péril jaune qui est un concept raciste du 19e siècle, qui représentait l'Asie comme une masse anonyme et menaçante, une espèce de horde indéchiffrable, un grand remplacement quoi. Et en disant ça, on réduit des langues millénaires à un simple synonyme de bruit incompréhensible. En plus, spoiler alert, le chinois n'existe pas, c'est un terme générique qui gomme la diversité entre des dialectes comme le mandarin, le wu ou le cantonais. Et notre regard en tant qu'occidentaux opère une sélection encore plus malsaine. Il y a très clairement une fétichisation d'Asie de l'Est parce que la peau est plus claire et que le soft power est cool. Par contre, l'Asie du Sud, l'Asie de l'Ouest, on méprise complètement. Le terme pak-pak par exemple. C'est un terme déshumanisant qui réduit des milliards d'Indiens, Pakistanais ou Bengalis à un stéréotype de classe. C'est du colorisme pur, on valide l'asiatique quand il est un objet de luxe et on le rejette quand il est un travailleur précaire à la peau plus foncée. L'Asie, c'est aussi le Liban, la Turquie, l'Iran, le Kazakhstan, l'Asie centrale. C'est aussi le monde malais, l'Indonésie, les Philippines, qui est une immense aire maritime et majoritairement musulmane. En utilisant le terme asiatique à tout va, surtout pour décrire les Japonais, les Chinois et les Coréens qui correspondent à ce que tu consommes sur Internet, tu invisibilises des peuples qui n'ont rien à voir entre eux, ni culturellement, ni physiquement, ni en termes de religion. Il y a des bouddhistes, il y a des hindouistes aussi. Je parle évidemment ici en tant qu'homme blanc privilégié et mon but est de pointer du doigt nos responsabilités en tant que réceptacle de ce soft power. On ne peut pas prétendre adorer une culture simplement parce qu'on a acheté des goodies de K-pop, qu'on a aimé Naruto, qu'on a fait 6 mois d'humanitaire au Vietnam, tout en étant complice d'un système qui hiérarchise les humains selon leur teinte de peau et leur utilité économique. L'identité ne se décrète pas de l'extérieur, le mieux reste de respecter la définition que les gens vous donnent d'eux-mêmes. De la Russie au Cambodge, l'Asie n'est pas un bloc culturel à disposition des dominants. Et n'oubliez pas que tout soft power que vous consommez, qui vient majoritairement d'Asie de l'Est, vient souvent d'un régime capitaliste et probablement technofasciste. Comme d'habitude, je mets de la documentation dans la description de cette vidéo et je remercie les personnes qui ont aidé à la conception de cette vidéo, notamment à Félix Lafrappe qui a participé à la relecture. Abonnez-vous, à bientôt. Le Met Gala 2026 n'est pas un événement mondain, c'est un dispositif de biopolitique. Le pouvoir moderne ne gère plus des citoyens, il gère de la vie brute. Il se définit par sa capacité à définir quelle vie est sacrée et quelle vie est sacrifiable. Sous les projecteurs de New York, on expose des corps souverains magnifiés par l'hyperluxe, tandis qu'à Gaza, au Liban, au Soudan, les corps sont bannis de la sphère politique et réduits à leur simple existence biologique. C'est ici que s'applique la figure de l'homo sacer, l'humain religieusement maudit, socialement expulsé. Se dit d'un être qu'on peut tuer sans commettre un crime car il est déjà exclu de la communauté humaine. Au Met Gala, les corps sont l'inverse de l'homo sacer. Ils sont si politiquement modernes, si précieux, que leur existence même semble être une loi en soi. La dualité est là, le système crée des hommes souverains qui créent les lois et qui les outrepassent, par la production d'humains esclaves qui souffrent des lois et dont la mort ne compte pas. Pendant que Jeff Bezos parade comme dans Black Mirror ou dans Hunger Games, le système crée des zones de silence où le droit est suspendu. Ce sont les états d'exception. Un état d'exception est un état dont la population, comme à Gaza ou au Soudan, est parquée dans cet abandon permanent. Leurs corps ne leur appartiennent plus, ils ne sont plus des sujets de droit, mais de simples cibles ou des objets de logistique humanitaire. Et c'est précisément parce qu'il y a cette condamnation sociale à l'invisibilité que le capitalisme peut créer de l'ultra-permissivisme comme au Met Gala. La robe à un demi-million de dollars que tu vois passer sur ton feed est la concrétisation de tout ça, elle est la matérialisation de l'exclusion. Elle n'est pas faite de tissu, elle est faite d'une suprématie biopolitique qui transforme la tragédie mondiale en un bruit de fond nécessaire à la brillance du spectacle. Le Met Gala est aussi un lieu d'exception, un espace de privilège absolu où les règles communes ne s'appliquent plus au profit du désir. À l'opposé, les zones de guerre sont les lieux de l'exception négative, là où la loi disparaît pour laisser place à la violence pure. Et cette dualité n'est pas une anomalie, c'est la structure même d'une machine gouvernementale qui gère les êtres humains comme un stock de ressources. Et refuser de regarder le Met Gala financé par les esclavagistes les plus riches du monde, c'est saboter cette suprématie et cette hiérarchie biopolitique. C'est refuser la machine qui sépare les corps dignes d'être vus des corps voués à l'oubli. Documentation et références en description. Abonne-toi. Le 5 juillet 1969, l'assassinat de Tom Mboya à Nairobi marque une rupture dans l'histoire panafricaine. Ministre à 38 ans, Mboya s'était imposé comme stratège de la transition vers l'indépendance du Kenya. Sa méthode reposait sur l'utilisation du syndicalisme comme levier de sabotage économique. En organisant des grèves massives, il contraignait les colons britanniques à la négociation en rendant le coût du maintien de l'administration coloniale supérieur aux bénéfices de l'exploitation. Et l'enjeu central de son action était l'autonomie technique du futur État indépendant. À travers le programme Airlift Africa, Mboya a organisé le transfert de près de 800 étudiants dans des universités états-uniennes et européennes. Cette initiative visait à constituer une technocratie kenyane capable de remplacer les cadres britanniques de la métropole. En diversifiant les pôles de formation, il cherchait à neutraliser les liens structurels qui lient souvent les nouvelles nations avec leurs anciens colonisateurs. Mais cette proximité avec les réseaux américains et particulièrement avec la famille Kennedy a placé Mboya dans une situation particulièrement délicate en plein cœur de la guerre froide. Sa capacité à mobiliser des fonds occidentaux sans pour autant s'aligner idéologiquement a placé les autres factions dans une situation de paranoïa à son égard. Il était rendu suspect par la gauche socialiste
d'Odinga qu'il accusait d'être un agent de la CIA, tandis que d'autres cercles voyaient dans sa gestion pragmatique des appuis extérieurs l'ombre d'un agent du KGB. Et c'est ce positionnement ambigu d'utiliser les structures économiques coloniales pour décoloniser et indépendantiser qu'il a isolé politiquement. Il faisait partie du clan Luo et barrait la route à l'élite Kikuyu qui eux-mêmes étaient un clan entourant le président en place Kenyatta. Mboya sera finalement assassiné de 2 balles par Naashon Jenga, dont on pense qu'il est un tueur à gages engagé par le gouvernement de Kenyatta. Mboya souhaitait passer de l'Union Jack des colons britanniques au drapeau kényan qui relevait du panafricanisme, c'est-à-dire un mouvement politique d'indépendance du continent africain, mais aussi de solidarité entre les populations africaines elles-mêmes. Son assassinat permettra finalement la continuité du régime autoritaire politique en place. Sources et références en bio pour en apprendre plus, abonnez-vous. L'humanitaire, c'est du colonialisme. C'est bon pour vous parce que je vois encore des gens pour qui c'est pas clair, donc on va essayer de décaler la fenêtre d'Overton. Celui qui veut nous aider vraiment peut nous donner des charrues, des tracteurs, des engrais, des tuyaux, des arrosoirs, des barrages, des forages. Ça, c'est de l'aide alimentaire. Mais celui qui nous amène les sacs de blé, de mil, de maïs ou du lait, celui-là ne nous aide pas. Il nous gave comme on gave les oies. Pareil, il n'y a pas de pays dans le besoin. Il n'y a que des pays mis à sac. Ces deux termes-là sont totalement fallacieux et c'est ce qu'on appelle une inversion sémantique criminelle qui naturalise la pauvreté. Parce que ça suggère une incapacité locale, une incapacité du peuple en question, alors qu'il s'agit toujours d'un pillage de ressources organisé et d'évasion fiscale institutionnalisée. Donc parler de besoin, c'est occulter la spoliation méthodique qui rend l'assistance et donc l'humanitaire nécessaire. Nous encourageons l'aide qui nous aide à nous passer de l'aide. Mais en général, la politique d'assistance et d'aide n'a abouti qu'à nous désorganiser, à nous asservir et à nous déresponsabiliser. L'humanitaire contemporain tel qu'on le connaît, à travers vos événements préférés, vous avez l'impression de faire une bonne action pour le bien de l'humanité alors que vous participez simplement à la publicité d'une bourgeoisie capitaliste, est un mécanisme de légitimation et de déresponsabilisation sociale. L'événement caritatif en lui-même est une mise en scène de la vertu qui permet de séparer l'acte individuel de générosité avec les structures mondiales de production qui génèrent cette précarité et cette violence. Et l'entretien précautionneux de cette vitrine qui a lieu tous les ans, vous voyez les événements revenir comme ça de manière annuelle, c'est un rachat symbolique de la position hégémonique par le spectacle de la pitié. Sauf qu'en substituant la charité à la justice, le capitalisme opère une dépolitisation systémique des événements. La revendication souvent souveraine des États concernés sont réduits à des problèmes de logistique. Il faut absolument qu'on les livre et on n'arrive pas à les livrer, mais on va vous donner de l'argent pour que vous réussissiez à le faire. Il y a un rapport asymétrique entre la personne privilégiée qui donne de l'argent et le bénéficiaire passif qui attendrait presque d'être sauvé. Ce rapport pérennise une hiérarchie héritée de l'époque coloniale où la structure de donation qui organise l'événement caritatif s'approprie le droit de décider des besoins des populations dont il organise lui-même la dépendance. Alors la solution c'est quoi? C'est une solidarité radicale qui impose de rompre avec ce cycle économique de l'assistance. La seule aide réside dans l'annulation des dettes et la restitution des souverainetés confisquées. L'impérialisme est partout. Et à travers sa culture, qu'il répand, à travers ses fausses informations, il nous amène à penser comme lui. Sources et références en description, abonnez-vous. Tout le monde maltraite les enfants. Accrochez-vous, ça va faire bizarre parce qu'on va parler d'adultisme. Je m'en fiche des élections, moi. Ah, ça sert à quelque chose, mais pas pour les enfants, quoi. L'idée ici va être de ne pas parler d'individus, mais de l'enfance de manière générale, parce que l'enfance c'est pas qu'un âge, c'est un statut social de subordination. Alors on entend très souvent l'innocence de l'enfance, la naïveté, mais ça c'est juste un moyen de les faire taire et de justifier leur exclusion de tout pouvoir réel. On n'a pas le droit de parler politique, quoi. Et c'est dur à nous exprimer pour la politique, parce qu'il y en a qui savent pas quoi dire, parce qu'ils savent pas s'ils sont de gauche ou de droite. C'est plutôt les parents qui savent. Pourtant l'enfance a bien des choses à dire, et souvent beaucoup plus radicales que n'importe qui. Là où l'adulte a tendance un peu à s'embourber dans son confort, l'enfant lui est absolutiste. Il s'agit pas de choisir entre l'installation d'une centrale nucléaire ou sauver la planète et la civilisation. La réponse est déjà toute faite. Il faudrait beaucoup être président pour aider tous les pauvres, pour avoir un monde égaux et pour plus aucune guerre. L'enfance et les enfants par extension ont des demandes et des attentes politiques claires. Que ce soit du choix de la couleur du t-shirt aux besoins vitaux, on répond en permanence à leur place. On pourrait aussi parler du fait de toucher les enfants, de déplacer les corps sans leur consentement, comme si c'était des objets. Évidemment, l'école est le pilier de cette mise au pas. C'est un dispositif qu'on pourrait appeler panoptique et on enferme sous prétexte de rendre libre après. Et c'est une antichambre du marché du travail, où on extorque un travail non payé, obligatoire et forcé. Très souvent, la curiosité peut être brisée, l'apprentissage est surcontrôlé jusqu'à la demande de permission pour aller faire ses besoins, quoi. Et si jamais l'enfance a le malheur de s'opposer à ce système-là ou à émettre un peu plus de bruit qu'on ne lui demande, il va être traité immédiatement de sauvage. La résistance est immédiatement réprimée. On m'a jamais vraiment bien expliqué parce que à chaque fois que j'ai demandé, on m'a dit que j'étais trop petit pour comprendre. Et le constat est assez simple. Dans votre entourage, vous avez forcément des gens qui disent qu'ils détestent les enfants. Alors la vérité derrière tout ça, c'est ce qu'ils détestent, c'est le produit d'un système éducatif défaillant et opprimant et qui donne l'ascendant total aux parents. Toute résistance politique est alors pathologisée, on va parler de troubles du comportement, souvent pour justifier l'usage du médical, voire même du carcéral. Et c'est ce même système-là qui fait de l'enfance une propriété privée. La libération de l'enfance et par extension de l'être humain passe par la nécessité d'abolir cette suprématie capitaliste qui fait de l'adulte son soldat, du foyer familial littéralement son bastion, et l'obtention de droits civiques complets pour les enfants. L'adultisme, c'est être un parent patron plutôt qu'un parent accompagnateur, là où l'enfance doit pouvoir déterminer son propre destin. Il m'énerve parce qu'on a un pressentiment qu'ils veulent nous gouverner. Je sais pas, mais ils veulent nous gouverner comme des marionnettes, quoi. Sur ces références en bio, abonnez-vous. Michou sur M6 pour la Coupe du Monde de foot, c'est déjà du fascisme.
Je vais encore me faire des amis, moi. Je serai à la Coupe du Monde 2026 avec M6. Sachez les gars que je prends la place de personne, des reporters foot, il y en a déjà plein. M6 prétend ne remplacer personne, mais c'est politiquement faux. Car envoyer un créateur de divertissement pseudo-apolitique et neutre dans n'importe quel domaine, sur n'importe quel terrain, et dans le but de partager son ressenti premium privilégié qu'aucun supporter, même VIP, ne pourra vivre, Je vais partir à New York et je prends un appartement là-bas. c'est dépolitiser la situation et rendre le reporter invisible. Le temps volontairement accaparé par ce spectacle, c'est un temps qui est arraché à l'analyse politique, écologique, économique des enjeux de l'événement en question. Je vais faire ma vie à New York, etc. Et en même temps, dès qu'il y a les matchs de l'équipe de France, je pars sur le terrain en tant que reporter. On dépolitise par saturation en détournant le regard des horreurs du monde par un flux continu et perpétuel de clownerie et de spectacles. L'heure où la télévision perd des téléspectateurs, Michou, lui, c'est la garantie de toucher des moins de 30 ans, comme Canal le fait avec Lena Situation pour le tapis rouge des Césars. Et c'est du sabotage institutionnel, parce que quand Jordan Bardella propose Cyril Hanouna à la tête de l'Arcom, il applique la méthode Trump, c'est-à-dire démanteler l'État de l'intérieur en plaçant des figures du spectacle ralliées à sa cause à des postes à responsabilité. Et l'objectif de ces campagnes est de transformer l'audiovisuel en une annexe de la propagande émotionnelle, ce qui permet évidemment aussi allègrement de taire la critique. Mais ce sabotage brutal et violent ne peut réussir sans son meilleur ami plus discret, la fausse neutralité. Et le business de la nuance est un piège. Et cette sacro-sainte mesure de l'esprit qui définirait d'un côté les tocards et de l'autre les intellectuels est en fait une poignée de main avec le fascisme et un bouclier pour le libéralisme. Et c'est ce qu'on appelle l'infotainment, et le crayon le pratique particulièrement bien. Et c'est cette tempérance qui nous désarme, elle nous donne l'illusion de réfléchir alors qu'on valide passivement et simplement un glissement vers l'autoritarisme. Et aujourd'hui, Patrick Sébastien crée son mouvement politique. Le divertissement n'est plus une parenthèse, le spectacle devient un lieu de recrutement, littéralement. Je voulais vous tenir au courant de l'évolution de notre mouvement, ça suffit. Dans une époque du temps court, du format court, de la rapidité, on vous demande de réagir par l'émotion plutôt que de vous pencher sur les structures de domination et de potentiellement réfléchir comment les combattre. Le point commun entre toutes ces situations, c'est qu'elles ont besoin de votre temps. Elles utilisent votre attention pour désarmer toute forme de résistance. Pour financer du contenu radical qui va à l'encontre de cette pensée bourgeoise et privilégiée de la nuance, j'ai ouvert un Ko-fi. Le lien est en bio pour me soutenir ponctuellement ou mensuellement. Sur ces références en bio. Abonnez-vous. Un pauvre, ça vit 15 ans de moins qu'un riche. Et après, faudrait que je sois aimable, parce que votre passivité face au capitalisme, là, c'est votre corps qui le paie. On se fait tous massacrer, personne dit rien. 95% des cancers ont une cause exogène. Environnement, travail, mode de vie. Et seuls 5% sont génétiques. Donc la maladie, c'est pas une loterie, c'est pas le fruit du hasard. C'est une punition de classe. Et c'est pareil, les virus, ça frappe pas au hasard. Le Covid-19 l'a très bien prouvé, la mortalité a été 2 fois plus importante dans les communes les plus pauvres. Particulièrement quand on compare Saint-Denis et Paris-Ouest, et je vous parle même pas des ruralités ultra précaires où le télétravail, ça existe pas. Et le capitalisme nous propose quelques mises à jour, notamment avec des variantes d'antivirus qui sont liées littéralement à la dégradation des écosystèmes et au déboire performatif des plus riches. Les salariés sociaux et les ouvriers sont exposés 10 fois plus aux polluants et aux pathogènes que les cadres. C'est bon pour vous? Le capitalisme externalise directement ses risques dans vos organes. Alors on parle de mépris de classe, mais on peut aussi parler de sexisme, parce que pendant très longtemps, la société n'a pas fait de recherche sur les corps féminins, un manque d'intérêt économique. Les femmes attendent en moyenne 7 ans pour un diagnostic d'endométriose. Et puis c'est qu'on nous demande d'être patient, de se contenter de quelques progrès. Merci le capitalisme de nous apporter quelques miettes face aux problèmes que tu crées toi-même. Les solutions temporaires on connaît, ça permet de tempérer la colère et de donner du temps au libéralisme de continuer ses ravages. L'absence de données, leur non-divulgation, leur non-utilisation, c'est une décision politique. Et de quel bord selon vous? Et puis c'est qu'on pourrait parler des conséquences psychologiques aussi, parce que le fait de se foutre en l'air, c'est pas une fatalité individuelle. C'est l'issue logique d'une gestion managériale et entrepreneuriale des corps et des esprits. Quand le système ne vous tue pas par la maladie, par épuisement ou par autre chose, il vous pousse à le faire vous-même. Et le silence, le passivisme ou la tempérance, ça finance notre massacre, notre destruction. Le soin de pointe est un luxe et la maladie est littéralement un tribunal de classe. Et on ne soigne pas une société avec des pansements, mais avec une lutte radicale contre les systèmes qui nous empoisonnent. Donc ne faisons plus le jeu de l'anesthésie temporaire. Arrêtez de croire les politiques de droite qui cherchent à pérenniser et à capitaliser sur notre souffrance. Soutenez mon contenu avec mon lien Ko-fi qui est dans ma bio avec les sources et les références. Abonnez-vous. L'intersectionnalité n'est pas suffisante. C'est en tout cas ce que pensent certaines sociologues. En 1989, Kimberly Crenshaw, qui est une juriste américaine, observe un truc concret. Une femme noire au tribunal tombe entre les cases. Elle peut être protégée contre le sexisme ou contre le racisme, mais jamais contre les deux en même temps. Pourtant, son expérience est une addition. Ça n'est pas être une femme d'un côté et être noire de l'autre. C'est comme la tempête. On dit pas il fait pluie-vent. On dit il y a une tempête, parce que c'est la symbiose entre la pluie et le vent. Et ce cumul crée quelque chose de particulier. C'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité, de classe, de race, de genre. Les rapports de domination et de discrimination, ainsi que bien d'autres qu'on peut consigner dans une roue de l'intersectionnalité, vont donc peser de tout leur poids sur certains individus, rendant leur évolution dans la société et leurs interactions avec les autres individus plus difficiles sur bien des angles. Alors quand je parle de race, je ne parle pas de race biologique, puisque les races n'existent évidemment pas. Mais elle parle du racisme, qui lui existe bel et bien et qui fabrique des groupes réels. Et c'est ce que la sociologue Colette Guillaumin explique très bien en 1972, le sexisme crée des modèles de femmes comme le racisme crée des racisés. En France, en 1970, 10 ans avant Crenshaw, Daniel Kergoat était arrivé à la même intuition, mais d'un point totalement différent. En observant les luttes ouvrières, elle se rend compte
compte que classe et genre sont pétris ensemble comme de l'argile. On ne peut pas séparer ces couches comme les ingrédients d'un gâteau qu'on fait cuire, on ne peut plus les isoler, c'est ce qu'on appelle la consubstantialité. Le concept de consubstantialité va plus loin en disant que ces rapports de domination et de discrimination ne vont pas juste se croiser et s'additionner sur les individus, ils s'alimentent et se nourrissent de façon à devenir indissociables dans leur constitution même. Cela veut dire que la domination capitaliste, patriarcale et raciste vont devenir indissociables et co-constitutives. Deux concepts, deux pays, mais une seule question, comment penser observer les systèmes d'oppression de sorte à les anéantir. Le courant des matérialistes, comme Kierkegaard, disent qu'il faut d'abord attaquer le travail et le corps. Si le racisme existe, c'est pas simplement des préjugés dans la tête, c'est parce qu'on a inventé la catégorie noire pour justifier l'exploitation gratuite dans les plantations. La consubstantialité ne vient pas pour autant se placer en opposition par rapport au concept d'intersectionnalité. Elle vient juste rajouter une dimension, expliquant qu'en plus de se mélanger dans leur application sur les individus, ces systèmes de domination-là se mélangent aussi dans leur substance, deviennent donc consubstantiels. Tandis que les mouvements queer et post-coloniaux considèrent qu'il n'y a pas que le travail qui est au centre de la question, mais bien aussi la destruction des langues et des cultures. Par exemple, une personne trans agressée dans la rue, ça n'est pas une question de salaire, c'est le droit d'exister. Et depuis les années 2000, il y a une certaine convergence de ces mouvements. Cette convergence de mouvements montre notamment que le capitalisme néolibéral a marchandisé les identités LGBT. Le capitalisme récupère les sections de lutte de sorte à les gentrifier et les désamorcer. Résultat, les minorités qui sont le plus concernées par cette intersectionnalité et cette consubstantialité des systèmes d'oppression sont marginalisées encore plus et chassées de leurs propres espaces. L'ennemi n'est plus que la norme hétérosexuelle, c'est aussi le marché qui récupère la subversion pour en faire un produit commercial. Alors la question qui subsiste, c'est est-ce qu'on attaque d'abord le mode de production, le portefeuille, ou est-ce qu'on attaque la norme? Et la réponse, c'est peut-être les deux. Et en même temps. Le concept de consubstantialité permet donc de venir à la conclusion que l'émancipation des femmes et des personnes noires ne pourra pas se parachever dans un système capitaliste, tout comme un capitalisme féministe ou antiraciste est une contradiction en soi. Et cela permet in fine de donner du sens à la maxime « personne n'est libre tant que tout le monde n'est pas libre ». Pour ces références en bio, n'hésitez pas à me soutenir via mon Ko-fi qui est en bio également, et un grand merci à Kuro pour sa participation.